Bonsoir, 18h dans nos studios et sur toutes les pendules de nos stations régionales, c'est l'heure du journal. Décès d'un jeune homme malade devant le domicile d'un guérisseur à Thiès. Cette mort suspecte alimente les débats dans la cité du Rail. Ce n'est pas une première dans la ville. Précision du maire de la commune de Thiès-Ouest, Alioune Sow, annonce la saisine de la justice dès demain mardi. Ce lundi, 83 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été signalées, dont 4 issues de la transmission communautaire. 1579 patients sont sous traitement dans les centres qui leur sont dédiés. 59 ont été déclarés guéris ce jour, au moment où, par mesure de prudence, l'OMS suspend temporairement les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine. Avec la crise sanitaire liée au Covid-19 et pour éviter tout rassemblement, les producteurs du bassin arachidier sont convoqués à tour de rôle au niveau des points de cession des intrants. Le bassin prépare activement la campagne agricole 2020, nous dira Adjaratou Awa Tchao dans ce 18h qui reçoit comme invité un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale avec El Hadj Malik Ndiaye. Mohamed Diop donnera son avis sur la fin du franc CFA. Info Éco et la page culture de Amadou Moustapha Dieng complète cette édition mise en onde par Alassane Wade. Sud Soir. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. La mort suspecte d'un malade chez un tradipraticien défraye la chronique à Thiès des faits survenus au quartier Randoulène Sud. Un fait par ailleurs pas nouveau dans la cité du Rail, selon le maire de la commune de Thiès-Ouest qui promet de saisir la justice dès demain mardi pour apporter la lumière sur cette affaire. Alioune Sow, le maire de Thiès-Ouest, que nous écoutons avec Babacar Ndaw. Je suis venu à pied, voilà, j'ai trouvé le corps qui était là, couché sans vie, couvert de draps. Et tout de suite, j'ai saisi le groupement des sapeurs-pompiers, le commissaire central. J'ai félicité au passage de la promptitude parce que tout juste après l'appel, une minute après, ces services se sont présentés. Tout a été fait dans les règles de l'art. Maintenant, il fallait que certaines dispositions soient prises. C'est-à-dire que les services d'hygiène désinfectent d'abord le corps et que le corps soit transféré dans les conditions normales. C'est ça qui a été fait. Le constat a été fait. Maintenant, le corps sans vie vient d'être déployé vers l'hôpital régional en attendant de voir maintenant la suite. Moi, c'est pas la première fois que j'écris sur ce genre de trucs. Vous avez vu qu'au niveau du quartier 10e, en allant vers l'école Bassirou Mbacké, il y a des gens qui font des pratiques que les gens ne comprennent pas là-bas et qui regroupent des milliers et des milliers de personnes. Aujourd'hui, je veux même dire que c'est une sorte de psychose qui va atteindre ces enfants qui sont là parce qu'à force de voir des gens mourir devant leur domicile. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement un soi-disant tradipraticien qui est là. Et vraiment, c'est déplorable. Et j'ai saisi le représentant du commissaire qui était là pour qu'on convoque le gars et qu'on puisse lui parler. Deuxième chose, c'est que ces familles, vraiment, qui sont tout autour, ne sont même pas en sécurité par rapport à la pratique qui s'effectue là. Maintenant, je crois qu'en tant que maire et premier magistrat de cette commune, il m'appartient maintenant de saisir les services compétents pour que des enquêtes soient effectuées et que même si ça va jusqu'à déloger le tradipraticien, il faut le faire. Ça commence à proliférer partout, des tradipraticiens de tout genre, des gens qui sont même pas certifiés, on ne sait pas d'où ils sortent. Des fois, c'est même pas des Sénégalais. Quand les gens s'attaquent à des jeunes talibés qui sont importés, soi-disant des pays limitrophes, il faudrait aussi qu'ils s'attaquent à ces gens-là qui font une pratique beaucoup plus dangereuse. Vraiment, il nous appartient aussi d'informer. Et ça sera fait dès demain mardi, Inch'Allah, pour une deuxième fois, parce que ça a été fait une première fois pour ces gens-là qui sont au niveau du quartier 10e. Aussi alerter nos frères de la presse. Parce que tous ces gens-là ont des publicités que l'on entend tous les jours et ont fait toutes sortes de maladies supposées être soignées. Et là, vraiment, les populations qui n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital, des fois leur bourse ne le permet pas, mais ils vont venir et les gens vont étaler le paiement sur 6 mois, 4 mois durant le long de la maladie. Et des fois, c'est des gens qui souffrent de cancer, c'est des gens qui souffrent de maladies récurrentes que la médecine moderne ne peut même pas soigner. Et nous n'avons pas laissé cette affaire-là passer. Dans toute la commune, nous avons saisi et le procureur et le commissaire central pour que des enquêtes s'effectuent et que ces gens-là soient complètement sortis de cette commune. C'était Aliou Sow, le maire de Thiès-Ouest. Nous restons dans la cité du Rail avec la région qui renoue avec les cas communautaires. Il s'agit d'un électricien d'une 60aine d'années testé positif. Les détails avec Babacar Ndaw. Thiès renoue avec les cas communautaires après quelques semaines de répit, même si les cas contacts ont été démultipliés ces derniers jours. Le seul cas du jour est un individu âgé de plus de 60 ans, officiant dans une entreprise sous-traitante de la Sénélec et résidant dans la commune nord de Thiès. Il a été évacué ce lundi au centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional El Hadj Ahmed Sakhir Ndiéguène de Thiès. De sources médicales, ces contacts sont en train d'être reconstitués pour assurer leur quarantaine et le suivi. À Thiès, le centre de traitement des épidémies de l'hôpital
régional est plein avec la particularité d'être réservé aux patients âgés. Le centre de traitement ouvert à la base militaire de Thiès n'est pas loin de la centaine de patients déjà internés. À côté prévention, les autorités locales continuent de renforcer le dispositif de déplacement interurbain, même si la reprise des motos Jakarta inquiète certains Thiessois. À cela s'ajoute la fermeture des marchés de Thiès demain mardi pour des opérations de nettoiement. Merci à Babacar Ndao qui nous faisait donc le point de la situation du Covid-19 dans la région de Thiès. Intéressons-nous à présent à la situation au niveau national. 83 nouvelles contaminations annoncées ce lundi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. 79 cas contacts et 4 issus de la transmission communautaire. Les détails, c'est avec le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Aloïse Walidiouf. Sur 1091 tests réalisés, 83 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,6%. Les cas positifs sont répartis ainsi. 79 contacts suivis par nos services, 4 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Scat Urbam 1, Cité Apexi 1, Rufisque 1 et Thiès 1. 59 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 15 cas graves sont pris en charge dans nos structures de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 3130 cas ont été déclarés positifs, dont 1515 guéris, 35 décédés et donc 1579 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Docteur Aloïse Walidiouf, retenez avec nous que l'OMS a fait savoir aujourd'hui avoir suspendu temporairement par mesure de précaution les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine qu'elle mène avec ses partenaires à travers le monde. Cette décision est motivée par la publication vendredi dernier dans la revue médicale The Lancet d'une étude jugeant inefficace, voire néfaste, le recours à la chloroquine ou à ses dérivés comme l'hydroxychloroquine contre le nouveau coronavirus. Nous parlons toujours de santé avec la journée mondiale de la thyroïde célébrée ce lundi 25 mai, occasion pour l'Association nationale des malades de la thyroïde qui compte plus de 500 membres, en majorité des femmes, d'attirer l'attention des autorités sur leurs préoccupations. Les détails, c'est avec la présidente de la dite association et elle se nomme Mame Ndeye Sène. Elle est avec Mame Diarra Da Silva. Au niveau étatique, on n'a aucune prise en charge. Toutes les œuvres qu'on a eu à faire au niveau de l'association, on l'a fait nous-mêmes avec nos propres moyens, les bonnes volontés. Et on a eu une petite subvention de la Fondation Servir le Sénégal qui nous a aussi beaucoup aidé. Et cette fondation nous a permis d'acheter des médicaments, ça nous a permis de subventionner des analyses, ça nous a même permis de payer des opérations pour des malades. Mais à part ça, vraiment, du côté du ministère de la Santé, on n'a aucune prise en charge, on n'a pas de subvention. On voudrait vraiment que le ministère fasse mieux, qu'il ne s'arrête pas simplement au niveau de l'assistance pendant les journées mondiales, mais qu'ils aient un programme qui vraiment va prendre en charge les malades de la thyroïde. Que les malades de la thyroïde aient des subventions comme les autres malades. Vraiment, que les médicaments soient diminués, que les analyses soient subventionnées et tout, et les opérations aussi. Parce que vous m'avez demandé tout à l'heure si la maladie coûte cher. Effectivement, la maladie coûte cher parce qu'en début de traitement, on prend 10 comprimés de déomérazole, sans compter le Melex ou bien le ténormine et tout. Bon, c'est des médicaments que je ne vois plus, mais il y a des équivalents qui sont là, que les malades actuels prennent. Mais c'est des médicaments qu'on prend à gogo et qui, à la longue, finissent par devenir chers. Et à chaque fois, quand on a un rendez-vous à l'hôpital, le médecin doit réajuster la dose. Et pour qu'il réajuste la dose, il faut venir avec des analyses. Donc, à chaque fois qu'on a un rendez-vous à l'hôpital, on doit faire des analyses. À chaque fois. Les médicaments aussi, que les médicaments soient améliorés parce que parfois, les boîtes de tyrosol peuvent aller jusqu'à 4000 et quelques en période de rupture. Et là, c'est des problèmes parce que les médicaments qu'on prend soit 12 comprimés par jour,
Si la boîte te coûte 4 000 francs, la boîte de 30 ou bien la boîte de 25 ou te coûte 4 000, là ça pose d'énormes problèmes de moyens. Ce qui se répercute au niveau des malades, parce que parfois ils commencent le traitement, ils ne terminent pas ça parce qu'ils n'ont pas les moyens de terminer ça. Là aussi c'est un problème récurrent qu'il faut vraiment que l'État nous aide par rapport à ça. Les rendez-vous aussi pour les opérations, parfois on donne des rendez-vous à ne plus en finir pour les opérations. Et là aussi ça pose problème. Des malades qui sont déjà stressés, vous leur faites faire des va-et-vient à ne plus en finir afin qu'ils ne soient opérés. Ça peut même encore perturber les analyses. Et surtout c'est des femmes qui n'ont pas les moyens. Il ne faut pas les laisser en rade, il faut les assister, il faut les soutenir, il faut les aider. Parce qu'elles sont là, le mal les ampute, la maladie les ronge et la société les stigmatise. Parce que la maladie à la longue, ça te déforme complètement, ça te défigure. Venez de suivre les propos de la présidente de l'Association nationale des malades de la thyroïde, Mame Ndeye Sène. Je rappelle que ce 25 mai est la journée mondiale dédiée à ces malades. Retour sur le drame survenu à Notto Gouye Diama, commune du département de Tivaouane. Le père de famille brûlé vif hier par son fils a finalement rendu l'âme. Babacar Sow. Drame à Kéri Diop, un village de la commune de Notto Gouye Diama, où le sieur Fallou Diop a brûlé vif son père qui a finalement perdu la vie. On en sait un peu plus sur ce malheureux événement. Un événement intervenu le samedi nuit vers 23h, veille de la Korité. Selon les témoignages recueillis dans ce village, Fallou Diop, l'incriminé, n'a jamais été en odeur de sainteté avec son défunt père. Le jour du drame, il est venu le trouver dans le salon alors qu'il discutait avec une de ses visites pour le menacer. C'est à la suite de cette menace qu'il a intimé l'ordre à son hôte de déguerpir des lieux, et c'est avant que l'hôte ne s'exécute qu'il a aspergé d'essence son père avant de lui jeter des brindilles d'allumettes. Des secours qui sont arrivés très tard car le feu ayant brûlé plusieurs parties du corps du vieux. Alerté, le maire de Notto Gouye Diama, Magueye Ndiaye, a rappliqué sur les lieux du drame avec l'ambulance de la localité pour l'acheminer au poste de santé d'abord pour les premiers soins avant de l'amener à l'hôpital Mame El Hadj Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès où il a finalement rendu l'âme. Entre-temps, le sieur Fallou Diop, après son acte délictuel, est allé se réfugier à Taïba Ndiaye, une commune voisine de Notto Gouye Diama où le drame s'est produit, un village où il a été cueilli par les hommes en bleu du commandant Diallo de la brigade de la gendarmerie de Tivaouane après dénonciation d'une partie de sa famille. En attendant de méditer sur son odieux acte, Fallou Diop est en garde à vue. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Sud FM. Intéressons-nous aux préparatifs de la campagne agricole dans le Saloum. La distribution des semences dans ce bassin est en cours au niveau donc de certains points de vente. Ceux de Dia et de Tchombi sont presque à 60% de niveau donc de mise en place. Le point, c'est avec Adja Aochao. L'hivernage se prépare activement dans le Saloum. Dans bien des localités, les paysans ont commencé à débroussailler les champs. Du côté des services de l'État, la mise en place des semences d'arachide a démarré. C'est le cas dans les communes de Dia et Tchombi où les points de cession sont ouverts et ont même commencé la distribution des semences d'arachide. Honoré Ndiaye, chef du service départemental du développement rural de Kaolack, confirme. Nous, en ce qui nous concerne, les producteurs sont en train effectivement de défricher et de nettoyer leurs champs. À notre niveau aussi, nous sommes en train de mettre en place les intrants au niveau des points de cession. Et pour vous dire que le point de Dia a commencé la session des intrants et c'est le Tchombi qui va débuter avec la session des intrants. Pour l'instant, c'est les semences d'arachide qui sont en train d'être mises en place au niveau de pratiquement tous les points de session. Les points de session de Dieu et Tchombi ont à peu près plus de 60% de mise en place. Donc on ne peut pas attendre à ce que toutes les quantités soient au complet pour démarrer les opérations. Mais dans ce contexte de pandémie du coronavirus, les services techniques veulent être très prudents. Les villages sont convoqués à tour de rôle pour qu'il n'y ait pas de rush, d'exit. Honoré Ndiaye. On ne peut pas convoquer tous les producteurs ou tous les villageois au niveau de ces points. Donc le contexte aussi nous oblige à faire une bonne planification et programmer les villages selon les jours pour ne pas créer un rassemblement au niveau de ces points. Donc il a débuté pour 2 villages et ils ont pu distribuer autour de 24 tonnes de semences. Et le complément aussi va venir incessamment. Nous sommes en train de suivre les opérateurs pour au moins se diligenter ces opérations de mise en place de semences. Le processus est enclenché dans le département de Kaolack. Après la distribution des semences, les engrais et le matériel agricole vont suivre. Comme ça, les premiers pluies ne vont pas surprendre les producteurs. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw.
Adja Awa Thiaw, ce 25 mai coïncide avec la journée mondiale de l'Afrique. L'ONG Otta Africa estime que le nouvel ordre mondial qui pointe à l'horizon doit permettre aux chefs d'État américains, africains plutôt, de s'unir avec leur peuple et de ne plus figurer au second rang dans les organes de prise de décision. Nous écoutons le président de l'ONG Otta Africa, Souleymane Aliou Diallo, avec Birama Ndiaye. Le nouvel ordre mondial qui se prône, dont les instigateurs et la provenance restent encore inconnus, doit donner une opportunité aux chefs d'État, aux présidents, aux dirigeants africains d'harmoniser leurs positions avec le peuple africain, s'unir afin de faire face et d'exiger, de s'imposer face à l'Occident. L'exemple de cette belle victoire du franc CFA vers l'éco, malgré que le chemin reste encore à se faire. Le Madagascar, qui a su imposer à l'OMS un dialogue ferme, qui a abouti à la reconnaissance de l'artémisia et du Covid organique, après de multiples difficultés. Cette pandémie de Covid-19 a exposé les faiblesses de l'Europe dans son organisation, a démontré les limites des accords multilatéraux, a relevé le conflit d'intérêts des grandes firmes pharmaceutiques, mais surtout la rivalité entre la Chine et les États-Unis pour l'Afrique. L'ONG Autre Africa profite de cette journée internationale pour demander encore une fois de plus aux chefs d'État, à nos leaders africains, à s'unir et d'être fermes pour tourner la page de cette domination du Nord vers le Sud. Il est temps que ça arrête. Notre continent devrait dépasser d'être figurant et de jouer le second rôle dans la nouvelle géostratégie mondiale. Nous devons nous imposer. Aujourd'hui, c'est une autre lecture des relations qui doit s'imposer. Et l'Afrique a sa place. On le reconnaît tous. Nous devons changer les donnes. Le berceau de l'humanité doit pouvoir se nourrir seul, se construire sans compter sur l'aide au développement et des endettements chroniques qui compromettent l'avenir de nos générations. À travers cette journée, nous voudrions également rendre hommage à ces scientifiques, chercheurs, médecins, personnels de santé africains qui font face à cette maladie avec bravoure et intelligence et parfois avec manque de moyens. Certaines institutions internationales avaient prédit des millions de morts en Afrique. Hélas, les Africains ont su gérer et ils gèrent encore cette maladie avec beaucoup de dignité. L'heure pour laquelle nos dirigeants, ils doivent revoir leur relation avec ces types d'institutions. International. D'après la Direction générale de la santé française, 2 semaines après la levée progressive du confinement en France, le nombre de malades atteints du Covid-19 hospitalisés en réanimation poursuit sa baisse avec 1609 personnes recensées, soit 46 de moins en 24 heures. Au même moment, au Japon, le Premier ministre a annoncé ce lundi la levée de l'état d'urgence encore en place dans certaines régions où il était en vigueur. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 ne cesse de baisser au Japon. Retenez que le premier des 5 pétroliers envoyés par l'Iran vers le Venezuela pour lui fournir des carburants est arrivé aujourd'hui à la raffinerie d'un port vénézuélien. Cette livraison a lieu au moment où la tension est vive entre Téhéran et Washington. Et enfin, le candidat du parti au pouvoir au Burundi, Evariste Ndayishimiye, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai dernier en obtenant 68,72% des voix selon les chiffres officiels annoncés aujourd'hui à la télévision par la Commission électorale nationale indépendante. Sud FM, l'invité du jour. Ce lundi, et dans ce 18h, nous recevons Mohamed Diop. Il est un ancien fonctionnaire à la Banque mondiale. Il revient sur la fin du franc CFA. Entretien avec El Hadj Malick Ndiaye. La rédaction reçoit aujourd'hui Mohamed Diop. Vous êtes un ancien de la Banque mondiale, auteur d'un ouvrage sur le franc CFA. Alors, la France a acté la mort du franc CFA. Quels sont les enjeux de cette ultime décision? Écoutez, les enjeux sont de deux sortes. Sur le plan pratique, si toutefois les autorités de l'Union monétaire adoptent le nom ECO pour remplacer le nom CFA, il va y avoir ce que l'on appelle une démonétisation des anciens billets de banque. C'est-à-dire que la Banque centrale va retirer de la circulation tous les anciens billets CFA et les remplacer par des billets ECO. Et cette opération, ce n'est pas la première fois, ça a été fait en Afrique centrale. C'est des opérations un peu délicates, mais qui ne vont pas du tout altérer la valeur de la monnaie. Ça, c'est un. Donc ça, c'est une opération qui devrait se dérouler si les autorités confirment l'adoption du nom ECO.
Deuxièmement, sur le plan de nos relations avec la France, il y a maintenant une petite modification. Je dis bien petite modification parce que dans les faits, les deux aspects les plus importants liés aux accords monétaires sur l'ex-ancien franc CFA, à savoir la parité sera de 656 francs à l'euro. Précédemment, cette parité est retenue pour l'éco. C'est-à-dire que lorsque l'éco sera en circulation, l'euro vaudra 656 éco. Donc, aucune perte pour l'économie, pour ceux qui détiennent des billets de banque, que ce soit des CFA ou des éco. Bon, maintenant, la détention des billets CFA sera faite concomitamment avec l'éco pendant une période déterminée. Une fois que cette période que les autorités monétaires vont fixer est terminée, si vous détenez 1 milliard de francs CFA en billets, vous le perdez. Alors, par conséquent, les gens auront intérêt, lorsque la décision sera prise et annoncée, et que la Banque centrale va inviter les détenteurs de CFA de venir pour qu'on échange les billets. Alors, ce qui risque de se passer, c'est que la CETIF et le GIABA, vous savez, ce sont les organismes qui luttent contre le blanchiment d'argent, la fraude, les faux billets, etc. Que si vous venez avec un montant qui dépasse 5 millions de francs, la banque centrale ou votre banque va vous demander d'où est-ce que vous tenez cet argent. C'est-à-dire il faudra le justifier. Ils auraient intérêt à se présenter lorsque ce sera le cas pour les échanger, et deuxièmement, qu'ils soient prêts à justifier d'où cet argent vient. En ce qui concerne les accords avec la France, en fait, la France n'est pas vraiment sortie de notre monnaie. Parce que dans le projet de loi que Macron va envoyer cette semaine à l'Assemblée nationale française, il est prévu 3 choses. Bon, la première, c'est que les comptes d'opération, c'est-à-dire les comptes où nous on versé nos devises gagnées par les exportations et par le tourisme, le compte d'opération, bon, qui était sujet à controverse, parce que les gens pensaient que la France nous avait accordé, dans le cadre de ce compte d'opération, la possibilité que le compte soit débiteur de façon illimitée, théoriquement. Maintenant, les nouveaux accords, la France va tenir à la disposition des États de l'Union une facilité en devises. Donc, c'est à peu près la même chose qu'avant. Donc, bon, il y a d'autres aspects, mais ce que je vous dis là, c'est vraiment l'essentiel, sous réserve, évidemment, que ce que la France propose, si l'Assemblée nationale française l'adopte, ils vont l'envoyer aux 8 États de l'Union. Et dans chaque État, le gouvernement va étudier le projet, il va l'adopter et il va l'envoyer à sa propre Assemblée nationale, qui elle-même va délibérer sur ce projet de loi, le voter ou le rejeter. Une fois que tous les 8 pays ont donc validé et, comment dirais-je, paraphé l'accord, on est sorti de l'ancien franc CFA. On doit savoir qu'il y a un risque qu'un État dise « moi je ne marche pas ». Auquel cas, l'accord ne passera pas parce qu'il y a le principe de l'unanimité dans notre union monétaire. Donc vraiment, j'entends un peu partout des gens qui paniquent, qui retirent leur argent, qui vont prendre des billets CFA pour les échanger en euros ou en dollars avec des taux de change extrêmement pénalisants. Moi, je conseille à ces gens-là de ne pas le faire. Il n'y a pas lieu de le faire. Voilà. Si vous voulez... Nous allons aborder les différents Akilee et Sénélec. Que vous inspire cette situation? Écoutez, moi j'ai un point de vue nationaliste en ce qui concerne les affaires. Pour moi, le contrat Akilee-Sénélec, c'est le même contrat qu'avec Simelec et Sénélec qui a duré 10 ans, où la Sénélec, qui avait 34% de Simelec, avait donné mandat à la Simelec de s'occuper. Alors, moi, ce que je n'accepte pas, ce que je ne peux pas vraiment stomaquer, c'est qu'il y a une start-up avec un jeune cadre, docteur ingénieur, qui a laissé une carrière
florissante en France, qui est venu risquer son avenir. Et il a convaincu l'ancienne direction générale du bien fondé de ses idées. Ils ont créé une filiale, ça marche depuis 3 ans et personne n'a rien à redire. Alors moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Est-ce que cette société israélienne n'est pas en train de trouver des partenaires locaux pour créer une concurrence à acculer? Ce serait vraiment scandaleux et dommage que l'on tue dans l'œuf une affaire qui est à 100% sénégalaise, qui emploie près de 100 employés et qui a le potentiel d'en employer le double d'ici quelques années. On lui coupe l'herbe sous les pieds et puis on appelle une société israélienne. Alors il paraît que d'ailleurs il y a d'autres qui frappent à la porte, que 187 milliards c'est pas rien, ça aiguise les appétits. Moi je me suis révolté parce que je dis que Sénégal. La toute dernière question concerne le Covid-19 et ses effets sur l'économie. Alors quel enseignement peut-on en tirer? Non, il n'y a pas ce qui est patent. Vous prenez les États-Unis, qui avaient le taux de chômage le plus bas au monde, aujourd'hui ils ont 23 millions de chômeurs. C'est-à-dire qu'il y a de grosses sociétés qui ferment les unes et les autres. En France c'est pareil, je crois qu'il y a 7 ou 8 millions de chômeurs. Et chez nous, si le président n'avait pas pris leurs initiatives de distribuer des denrées aux pauvres de notre pays, parce qu'il y a de plus en plus de chômage, le secteur informel qui nourrissait près de la moitié de la population ne fonctionne plus à cause du confinement, du fait que les gens ne peuvent pas aller au travail, il y a le couvre-feu, etc. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des entreprises qui vont fermer temporairement. Lorsqu'il y aura la reprise, ils pourront remonter la pente, à condition qu'on les aide, ça c'est prévu. Mais il y aura bien d'autres entreprises qui seront mortes de leur belle mort. La pêche, les pêcheurs ne peuvent plus aller en mer à cause du confinement, des mesures prises pour endiguer la pandémie. Nos autorités sont en train de plancher sur des mesures, mais il n'y a pas que nos autorités, nos partenaires, la Banque mondiale et le Fonds monétaire, qui d'habitude prend beaucoup de temps pour décaisser, a déjà décaissé ce qu'il va donner au Sénégal, il va même augmenter. La France, pareil. L'Union européenne, pareil. La Banque africaine de développement, pareil. Mais, c'est-à-dire qu'inonder le pays de monnaie, d'argent, de liquidité ne sera pas suffisant, ce sera un simple palliatif. Il faudra des réformes structurelles en profondeur de notre économie, de nos politiques économiques, y compris nos politiques monétaires éventuellement, de manière à amortir le choc et à essayer de remonter la croissance économique vers le haut. Voilà. Il faut que tout le monde soit préparé à des moments très difficiles sur le plan économique. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Mohamed Diop, je vous remercie. Sud FM, chez vous, à tout instant. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et deweneti à toutes et à tous. Dans ce numéro, nous recevons le secrétaire général du GIE d'Alungay de Méré, Moustapha Thiam, revient sur les impacts négatifs du Covid-19 sur leurs activités. D'habitude, la fête de Korité était une période de grande vente, mais tel n'est pas le cas cette année. La Méré est une ville artisanale, plus particulièrement une ville de structure. Depuis la déclaration du président de la République de l'état d'urgence au Sénégal, depuis ce temps, toutes les activités se sont arrêtées et ça a beaucoup affecté nos boulots. Ce qui fait que dans plusieurs entreprises, même si tu y vas, maintenant personne ne travaille. Même si quelques-unes parviennent à travailler aussi, même s'ils travaillent, après ils n'ont pas de clients pour pouvoir revendre la marchandise, pour avoir de quoi vivre. Ce qui fait qu'ici on a d'énormes difficultés. Franchement, on a d'énormes difficultés depuis la pandémie. Et
puis le transport qui s'est arrêté aussi, ça a même tué beaucoup d'activités ici au Sénégal. Parce que ce que nous faisons, l'économie du Sénégal va avec le transport. Plus particulièrement l'économie mondiale, ça va avec le transport. Si on arrête le transport, vraiment, c'est quelque chose qui a affecté tellement notre ici au niveau de Ngaïmehé. Ce qui fait que, à cette période de la communauté, comme l'électricité, comme vous l'avez dit, c'était la période des grandes ventes. Beaucoup d'entreprises ont déjà contracté des crédits bancaires pour pouvoir produire en grande quantité et pouvoir revendre leurs marchandises. Et cela même nous a posé beaucoup de problèmes avec les banques. Depuis lors, on nous réclame des échéances et nous n'arrivons pas à honorer ces échéances. Pouvez-vous revenir sur les pertes que vous avez subies à cause du Covid-19? Oui, les pertes que nous avons, on ne peut pas, vraiment c'est inestimable parce qu'à cette période-là, Ngaïmehé, c'était une ville que chaque jour, les gens venaient de un peu partout au Sénégal et même dans la sous-région pour s'approvisionner à ceci. Maintenant, durant les 3 mois passés là, je peux vous dire que franchement, il y a même des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à survivre au jour le jour. Et particulièrement, c'est pratiquement dans toutes les autres entreprises que vous voyez ici, c'est comme ça que ça se passe. Vraiment, c'est quelque chose de très difficile. On a généré beaucoup de pertes avec, franchement parlé. Dans le milieu de l'emploi aussi, ça nous a posé énormément de problèmes parce qu'on a voulu conserver les emplois, mais à force et finalement, ça n'a pas pu avoir lieu. Avec les nombreuses difficultés auxquelles les cordonniers de Ngaï font face, ils lancent cet appel aux autorités. Nous interpellons le ministre de l'Artisanat, qui est notre ministre officiel, et tous les démembrements de son ministère, que ce soit le directeur de l'Artisanat, que ce soit la PDA, même la DER aussi. À travers le ministre, nous lançons un appel au président de la République, son excellence, M. Sénégal, parce que vraiment, il jette un coup d'œil au niveau de Ngaïmehé pour venir en aide, pour pouvoir survivre par rapport à la pandémie, et après la pandémie pour pouvoir relancer les exploits de l'avant. Nous recevions le secrétaire général du GIE, Dalungay de Méré. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. 18h32 dans nos studios, c'est la fin de Sud Soir. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Décès d'un jeune homme malade devant le domicile d'un guérisseur à Thiès. Cette mort suspecte alimente les débats dans la cité du Rail. Ce n'est pas une première dans la ville. Précision du maire de la commune de Thiès-Ouest, Alioune Sow, annonce la saisine de la justice pour demain mardi. Ce lundi, 83 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été signalées par le ministère de la Santé, dont 4 issus de la transmission communautaire. 1579 patients sont sous traitement dans les centres qui leur sont dédiés. 59 ont été déclarés guéris ce jour, au moment où, par mesure de précaution, l'Organisation mondiale de la santé suspend temporairement les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine. Avec la crise sanitaire liée au Covid-19 et pour éviter tout rassemblement, les producteurs du bassin arachidier sont convoqués à tour de rôle au niveau des points de vente des intrants. Le Saloum prépare activement la campagne agricole 2020 d'après Adjaratou Awetiawa qui a réagi dans ce 18h qui a reçu comme invité un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale. Avec El Hadj Malick Ndiaye, Mohamed Diop a donné son avis sur la fin du franc CFA. Vous avez eu droit à la page économie tout de suite. Vous avez également droit à celle culturelle avec Amadou Moustapha Dian qui a complété cette édition, donc mise en onde par Alassane Wade. Après la page culture avec Amadou Moustapha Dian, vous allez retrouver Dr Bintou Chersek et Adja Ndeye Khady Diop pour Sud Nutrition. Très bonne suite de programme.